Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix responsables. On est avec Philippe David jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, Guerlain, une maison très engagée depuis 15 ans. La maison de luxe vient de célébrer les 170 ans de son flacon aux abeilles royales, devenu un symbole d'engagement dans la défense du vivant, très soucieuse de sa consommation et de son impact environnemental. Guerlain s'engage pour préserver la nature avec son programme Be Respect. Préserver la biodiversité, innover de façon durable, agir pour le climat, créer un impact sociétal positif, des valeurs définitivement ancrées dans l'ADN de la maison Guerlain. Pour porter et accompagner ses engagements, une figure de la marque, Cécile Lechart, sera avec nous dans quelques instants, directrice du développement durable. Watt, W-A-A-T, au cœur de la mobilité durable, cette jeune entreprise d'installation de bornes de recharge pour les véhicules s'engage pour le bien-être au travail, dans la valorisation des équipes et l'organisation d'événements de cohésion sociale et solidaire pour ses 150 collaborateurs. Watt soutient Rose Up, notamment, la seule association nationale dédiée aux femmes atteintes d'un cancer, toute pathologie confondue, en lui reversant 5 € par borne installée. Nous serons en compagnie d'Audrey Evin, directrice communication et marketing de Watt, qui a mis en place cette stratégie, on va appeler ça comme ça, RSE, depuis son arrivée dans la société il y a bientôt 3 ans. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et au nom de la beauté, Guerlain s'engage à innover de façon durable, préserver la biodiversité, agir pour le climat, créer un impact positif. La maison a notamment à cœur de protéger l'abeille. Elle a dédié plusieurs partenariats en son sens. On en parle ce soir avec Cécile Lechart, directrice du développement durable. Cécile, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur Sud Radio. Vous, avant d'arriver chez Guerlain, on va parler un petit peu de vous. Vous aviez écrit un livre qui s'appelle Luxe et développement durable aux éditions Erol en 2011. À cette époque, est-ce que ça veut dire que la notion de durabilité pour le secteur du luxe n'était pas forcément quelque chose que l'on disait, on le faisait, mais on n'en parlait pas? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous les deux. Oui. Bonsoir à Cécile, bonsoir à Philippe. Et effectivement, chère Cécile, en réalité, j'ai écrit ce livre il y a 11 ans. Oui. Et à cette époque, qui peut paraître aujourd'hui complètement préhistorique, le luxe avait une certaine pudeur à communiquer sur ces sujets. Alors que par ailleurs, prenons l'exemple d'LVMH, qui est le groupe auquel Guerlain appartient, eh bien, le département de développement durable avait été créé 20 ans auparavant. Oui. En 92, à l'occasion du sommet de la Terre de Rio. Mais en réalité, c'est très caractéristique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le luxe a longtemps érigé le secret de fabrication. Ouais. Comme un véritable totem. Oui. C'est consubstantiel au luxe. C'est ça. Et finalement, c'est venu impacter aussi tout ce qui pouvait être fait. Ouais. Sur le développement durable. Et donc on n'en parlait pas et ça restait assez secret. Moi, ce que je dis souvent, on me dit est-ce que vous craignez un jour de faire du greenwashing parce que vous vous ouvrez enfin au dialogue? Moi je dis mais non, on a fait du green hiding pendant des années. Bon, je sais qu'il ne faut pas parler anglais, donc on a caché. Et or, je pense que cette pudeur, parce que j'aime appeler ça une pudeur, parce que finalement, le secteur du luxe, lorsqu'on compare à d'autres secteurs beaucoup plus grand public, eh bien, lorsqu'on calcule son empreinte au sens large, elle est bien moindre. Donc en réalité, mais on n'a pas l'impression, le luxe. Alors c'est une idée, hein, forcément, de se dire que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de et on se dit non, en fait, ce sont la plupart du temps des maisons aujourd'hui qui sont très engagées depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est décorrélé forcément de l'image du luxe. Et déjà, ce sont des maisons. Alors c'est le cas de Guerlain qui sont bientôt, par exemple, bicentenaires. Et puis chez Ruinart, c'est le double. Oui, on est presque très jeune. Presque très jeune chez Guerlain. Et donc, déjà, l'ancrage sociétal est très fort. Le luxe, c'est aussi, sans grossir le trait, mais bien entendu, c'est des quantités bien moindres, c'est des petites séries, c'est le respect de la main qui façonne, de l'artisanat. Chez Guerlain, de la main qui récolte, aussi, les plantes à parfum, le miel, la gelée royale, etc. Mais malgré tout, cela ne nous empêche pas aujourd'hui de nous ouvrir à des vrais sujets sociétaux et de révéler quel est l'impact finalement positif de nos activités et, en toute transparence, par ailleurs, de révéler aussi là où on doit encore progresser, parce que c'est ça le développement durable, et c'est pour ça que le luxe a souvent eu un sujet, ne serait-ce qu'avec la dénomination et la sémantique. C'est vrai que le développement durable appelle à la sobriété, à se dévoiler, à la transparence, à la traçabilité, et donc c'était pas
tout à fait les habitudes du secteur. Mais c'est aussi l'histoire, le luxe à la française. Guerlain, l'histoire, c'est les abeilles et c'est pas une histoire royale, c'est carrément une histoire impériale. Oui, c'est une histoire Pour les impériale. amateurs d'histoire, raconter l'histoire, c'est Pour les extraordinaire. amateurs d'histoire, ils vont adorer, puisque les 170 ans que Cécile citait, eh bien, nous les avons célébrés, ce fameux flacon aux abeilles impériales. Nous avons fêté son anniversaire la semaine passée, puisque le 30 janvier 1853, Eugénie de Montiro épousait Napoléon III. Et l'abeille est devenue donc le symbole de Guerlain, parce que symbole impérial. Et Guerlain était devenu, à cette occasion, aussi le parfumeur de toutes les cours d'Europe. Donc le succès, la renommée est arrivée quelques années après la création de la maison. Et depuis lors, l'abeille devenue emblème, eh bien, un emblème qui nous engage, est devenu... En réalité, l'abeille était aussi déjà l'emblème, le totem de nos créations. C'est-à-dire qu'elle a inspiré toutes nos créations, nos produits. On a commencé par les parfums, puis ensuite le soin, le maquillage plus tardivement. On est une maison qui était l'une des premières à être sur ces 3 axes, et avec une beauté holistique. Et aujourd'hui, quand je dis que c'est un emblème qui nous engage, et j'y mets des guillemets, mais dans le bon sens du terme. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est une gageure, il faut bien faire. C'est un lieu de vigilance, l'abeille, aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, on en parle notamment. beaucoup en ce moment. En ce moment ce matin aussi. Vous avez la disparition des abeilles. Est-ce qu'une jeune génération, Cécile Lechard, finalement, est pas plus regardante aujourd'hui, plus sur la transparence, sur les ingrédients, sur la formulation du produit? C'est vrai qu'avant, on achetait, jamais on regardait la posologie, les ingrédients, jamais. Aujourd'hui, on se dit, ben voilà, on achète un produit qui a une valeur et on veut que ce soit en adéquation finalement avec ce que nos générations futures seront. Ah mais complètement. Et moi je trouve que c'est une très saine émulation, parce que non seulement le consommateur est de plus en plus informé, on a tendance à dire, et je trouve que c'est assez faux, que ce sont les jeunes générations qui nous poussent, mais en réalité, lorsque nous, on interroge nos clientes, celles qui ont mon âge, elles sont toutes aussi soucieuses. C'est ça. Et parfois, nos enfants sont un peu schizophrènes dans leur choix. Non, je plaisante. Mais en réalité, il y a eu aussi d'autres facteurs dans le secteur de la beauté, de cette prise de conscience qu'on devait aller plus vite, accélérer sur la transition écologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la cosmétique? Ça veut dire accélérer sur notre packaging, qui jusqu'à présent, vous le savez, c'était consubstantiel aussi à l'idée qu'on avait du luxe, un packaging lourd, volumineux. On appelle l'excess packaging, entre vous et moi. Donc redéfinir les codes du packaging, l'éco-formulation, et ça vous le disiez Cécile, on a envie de savoir ce qu'il y a dans le cœur de nos soins, de nos parfums, de notre maquillage, et puis aussi enfin la transparence, d'où viennent les produits, quelle est leur traçabilité. Et ça a été aussi accéléré par les applications. Les applications beauté, les fameuses Inky, accélérées aussi par les ONG qui jusqu'à présent ne s'adressaient pas au secteur du luxe lorsqu'il s'agissait d'aller chercher des sujets pour vraiment faire mûrir le consommateur sur sa consommation vertueuse. Et puis également, je vais donner un nom anglais parce qu'on dit les retailers, les revendeurs, les distributeurs, merci, qui eux, pour éveiller leurs consommateurs, leurs clients à une consommation plus vertueuse, ont créé des parcours, ont créé des programmes qui sont comme aujourd'hui des soft laws, des genres de lois qui nous imposent nous aussi également, à vouloir absolument figurer dans ces programmes. Vous avez notamment lancé un programme qui s'appelle Bee comme abeille. Respect. Alors oui, parce le que respect des abeilles, je le francise. Mais alors justement, et vous allez voir à quel point là on s'était peut-être trompé, c'est que le Bee Respect en réalité c'est le nom de notre plateforme de traçabilité et de transparence digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec excusez l'anglais, Guerlain for Bees Conservation Programme, qui lui encapsule toutes nos initiatives en faveur de la préservation de l'abeille, la sensibilisation autour de l'abeille, la science de l'abeille, le soutien des startups, j'en parlerai si vous le souhaitez. Mais Bee Respect, c'était en 2019 la première plateforme digitale pour découvrir tout le cycle de vie de nos produits, les ingrédients, les composants, le lieu de fabrication. Bon, en l'occurrence, on a 2 usines et elles sont en France. On est en France. Bien. Oui. Et puis toute la fin de vie de produit, comment je le recycle, comment je reconditionne, dans quelle poubelle je place, comment je le dévisse, désolidarise. Et ça, donc Bee Respect, la mal nommée, devrait s'appeler
à l'intérieur de Guerlain. Voilà. Mais comme on aime l'abeille, on la met à toutes les sauces. Comment on se transforme en interne? Parce que c'est vrai que le jour où il y a des stocks colossaux, forcément, et à un moment donné... Moins colossaux que chez certains. Hein, oui, consommation, on est très vigilants dans le luxe. Mais il y a un moment donné, il faut bouger un paquebot, parce que même si ça reste une maison de luxe, ça reste quand même un paquebot. C'est-à-dire qu'il faut travailler justement en interne, sur les publics en interne, sur tellement de choses en même temps. C'est la montagne, en fait. On se dit, mais à quel moment ça va s'arrêter? Parce que tout doit changer, finalement. Mais ça ne doit pas s'arrêter. Et vous l'avez très bien séquencé, Cécile, on commence déjà par l'interne. Ouais. Et ça, c'est quand même une vertu cardinale d'une démarche RSE. Si on ne sensibilise pas l'interne, nous, nos collaborateurs sont nos ambassadeurs. Mais effectivement, on a cette courbe d'expérience. On a la chance d'avoir très tôt décidé de créer un département environnement, et donc c'était il y a plus de 15 ans, comme vous l'avez dit. Oui. Et il y a 3 ans, on a vraiment décidé aussi, pour toutes les raisons qu'on a exposées, la demande d'accélération aussi de la part de nos clients, se rendre plus visible, bien d'accélérer toute cette transition de l'offre, et aussi de rendre visible finalement l'engagement aussi pour l'abeille. Moi, j'ai toujours peur que cet engagement pour l'abeille, on le considère comme un écran de fumée, que ça cache tout ce qu'on fait par ailleurs. Et en réalité, si on communique aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, donc récemment, vraiment, encore une fois, à la mesure de ce qu'on a commencé à transitionner depuis 15 ans, eh bien, c'est parce qu'on se sent solide sur notre cœur de métier. La fameuse transition, éco-packaging, éco-formulation, transparence, bien sûr climat également, mais c'est un corollaire. Quand on allège des packs, on travaille à l'allègement de notre empreinte. Mais il nous reste énormément à faire et on est très transparent. On a édité le premier rapport développement durable de toutes les maisons du groupe et ça date d'il y a 8 ans. Et à l'époque, j'étais consultante pour Guerlain. Je n'étais pas encore chez Guerlain, je peux vous dire, c'est moi qui le rédigeais, donc je le connais par cœur. Eh bien, on annonce le nombre de tonnes émises chaque année, de bilan carbone, nos axes de progrès, là où on trouve qu'on ne va pas assez vite. Mais est-ce que la cliente est déjà, alors oui, elle est liée, enfin en tout cas dans l'avenir sur le climat, elle est consciente de plein de choses. Est-ce que sur le fait d'avoir des produits rechargeables, par exemple, parce que c'est ça aussi, les produits Guerlain sont en verre et c'est des jolis produits, ce serait effectivement dommage de les jeter aujourd'hui et de les garder. Est-ce qu'on est déjà dans cette démarche de se dire finalement on le garde et on va le recharger, puisque c'est parce qu'on était trop beau. On avait des packaging qui étaient des créations en soi, que nos clients nous le disaient. Nous disaient, mais c'est un crève-cœur. Même si on sait qu'on peut les dévisser, même si vous avez travaillé vraiment à ce que les composants soient dévissables, triables, etc. Ça nous... Vraiment, ça nous rendait malades de nous en départir. Oui. Donc effectivement, et notamment sur toute notre catégorie premium, nous avons développé très tôt, et on était les premiers dans la cosmétique, et donc dans la cosmétique de luxe, les premiers à développer effectivement des formats de rechargeabilité. Et l'abeille, le fameux flacon aux abeilles dont on parlait tout à l'heure, je serais assez culotté de ma part, mais je vais le dire quand même, eh bien, il était finalement le premier flacon remplissable de l'histoire. Oui, c'est ça. En 1853. Oui, mais effectivement, il ne s'agissait pas des mêmes prérogatives. C'est ça. Le scope, finalement, on parle de neutralité, Philippe, carbone. Le scope, c'est quoi? C'est 2030 alors, comme à peu près tout le monde Comme à peu près tout le monde, non, parce qu'il y a beaucoup de 2050 en vrai, pour certains. Nous, on réfléchit automobile avec Philippe Bilger. C'est 2030 hors taxe. Voilà. Nous, on est hors taxe. On est 2030 sur le scope 1 et 2, mais qui est bien sûr le plus facile. C'est nos émissions directes et indirectes, mais liées à l'énergie. Eh bien là, c'est plutôt facile et on sera... facile, c'est pas facile, mais en tous les cas, on a mené énormément d'efforts. On est passé au biométhane sur nos sites de production l'an passé. Ça nous a énormément aidé à accélérer. Et donc, on sera neutre en carbone scope 1 et 2 à la fin de cette année 2023. En revanche, l'horizon du net zéro 2030, on sait qu'il nécessite effectivement de travailler beaucoup plus sur l'anticipation de nos processus d'innovation. On en voit encore beaucoup trop. Nos créations, je le dis parce qu'on est transparent et que c'est 50% aujourd'hui le transport, 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. On les envoie encore beaucoup trop, on est encore beaucoup trop dépendant de l'avion. D'accord. Donc parce qu'on est toujours en retard pour envoyer nos créations. Plutôt qu'un conteneur maritime. Eh bien, nous sommes présents dans le monde entier. On a testé du Europe-Asie, on fait des tests rails, bien sûr, ce qui est encore mieux en termes d'empreinte, comme vous le savez, que le maritime. Mais aujourd'hui, effectivement, là où le levier, il faut qu'on aille le chercher,
cherché, c'est sur le ratio air-mer et faciliter l'utilisation de la fête Vous avez maritime. fait un partenariat avec l'UNESCO. Ouais. Oui. Ouais. Fabuleux, racontez-nous. Ouais. Alors, avec le pilier Man and Biosphere, homme et biosphère, donc le pilier scientifique, biodiversité de l'UNESCO, pas culturel, voilà, celui-ci, qui est un petit peu moins connu que les autres. Et nous avons, il y a 3 ans, créé le programme, et encore désolé pour mon anglicisme, parce qu'on est présent vraiment dans le monde entier, Women for Bees, donc des femmes pour les abeilles, en partenariat avec l'UNESCO, pour former des femmes à l'apiculture dans les réserves de biosphère de l'UNESCO. Et ces femmes, on les forme, nous leur offrons des ruches d'abeilles indigènes, je tiens à préciser, parce qu'on me pose souvent la question, ça a été les premières questions, mais si elles sont formées, vous leur envoyez des abeilles françaises. Ah non, il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, et l'Apis mellifera, donc notre abeille domestique, il y en a aussi des espèces complètement différentes, et donc on forme des femmes à l'apiculture, oui, avec l'UNESCO, et avec une très belle ambassadrice qui nous a aidés à finalement rendre ce programme visible, audible. Moi, j'étais un peu gênée. Alors oui, je vais dire de qui il s'agit, pardonnez-moi, du teasing. Nous avions, depuis 6 ans, nous avions la chance d'avoir Angelina Jolie comme muse de notre parfum Mon Guerlain. Et c'est finalement un cas marketing dans l'histoire du luxe, et qu'on a fait également transitionner notre muse vers notre modèle écologique, puisqu'il y a 2 ans et demi, on lui a proposé de devenir également l'ambassadrice de nos valeurs développement durable et de ce programme de formation des femmes à l'apiculture. Pourquoi ? Parce que nul n'ignore que Angelina est une des femmes les plus engagées au monde pour la cause des femmes. Ce qu'on ignore un peu plus, c'est que sa fondation au Cambodge, qu'elle a créée il y a plus de 20 ans, est très orientée aussi sur la préservation des écosystèmes du nord du Cambodge, dans la région de Battambang. Donc elle est très très intéressée également par la préservation de la biodiversité. Donc ça faisait sens. Et elle est même devenue, depuis l'an passé par conséquent, à 100%, l'ambassadrice de l'abeille et des valeurs développement durable de Guerlain. Eh bien, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Cécile Lochard, c'est les vraies voies responsables, ces abeilles qu'on préserve, bien sûr. Une belle maison, la maison Guerlain. Dans un instant, on revient, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Il n'y a pas que les vraies voix qui font bouger la France, il y a de belles entreprises françaises. Et au nom de cette beauté, Guerlain, qui s'engage à innover de façon durable, préserver la biodiversité et agir pour le climat et créer un impact sociétal positif. Cécile Lochard est avec nous, directrice du développement durable. On parlait bien sûr de ces abeilles et de l'importance aujourd'hui, on l'a vu dans l'actualité aujourd'hui, de préserver les abeilles. Et Cécile Lochard, il y a aussi la mise en place d'un programme qui s'appelle B-School, où vous allez aller dans les écoles pour justement cette pédagogie du vivant finalement. Exactement, on a créé ce programme il y a 3 ans. À la défaveur de la pandémie, il a été difficile d'inviter nos collaborateurs à se rendre dans les écoles, mais il a redémarré très fort l'an passé et cette année, et il est plébiscité. C'est-à-dire que nous entrons... Alors, je tiens à préciser quelque chose d'absolument capital, c'est-à-dire que les enfants, lorsque nous nous présentons en duo collaborateurs de Guerlain devant eux, ne savent pas que nous sommes des collaborateurs de Guerlain. Nous ne citons jamais la marque. C'est-à-dire que nous appelons le directeur, la directrice, et on leur propose donc de venir passer 1 heure, 2 heures, tout dépend le niveau, puisqu'on a adapté des guides de formation à nos collaborateurs du CP au CM2. Et le CP, en général, c'est 45 minutes, et le CM2, on va sur le sujet de l'abeille, mais aussi de la biodiversité, jusqu'à terminer sur le climat. Voilà, et c'est absolument plébiscité. Et pour reboucler finalement sur notre ambassadrice Angelina Jolie a donné sa B-School en France lundi passé. Dans une école de Clichy-sous-Bois, l'école Henri Barbus, qui avait un très beau projet déjà de médiation animale. Ils ont un poulailler, ils veulent installer des ruches, ce qu'on va faire avec eux avec grand bonheur. Voilà, une directrice très impliquée, une mairie qui offre des jarres de miel pour tous les mariages. C'est génial. Donc voilà, dans un territoire déjà très très engagé en faveur de la biodiversité. Et vous avez collaboré avec les apiculteurs de l'île d'Ouessant. Visiblement, de ce que j'ai pu lire, des abeilles noires qui sont très efficaces pour les rides. Et ça m'intéresse. C'est vrai qu'il y en a besoin. Oui, écoutez, s'il vous plaît, Philippe David, je vous en prie. Dans les deux sens. Oui, on s'auto-vanne, mais je préfère que ce soit dans l'autre sens.
Effectivement, lorsqu'on a créé notre gamme Abeille Royale, eh bien, nous avons criblé des miels du monde entier. Et il s'est trouvé qu'en les testant au départ sur leurs bénéfices pour la peau, cicatrisant, hydratant, eh bien, nous avons découvert que le miel d'Ouessant, à 18 km, cette petite île à 18 km du Conquet, des côtes bretonnes, eh bien, avait des vertus absolument remarquables. Et c'est en apprenant à découvrir ce miel qu'on a découvert cette abeille noire bretonne, robuste, et surtout qui évolue, et ça tout est lié finalement, il n'y a aucun secret, dans un écosystème très préservé, sans pesticides. Oui, c'est ça. Puisqu'une abeille déjà ne peut pas franchement voler plus loin que... Alors c'est très décrit, on dit en 7 km, 13 km. Bon, bref, de toute façon là c'est 18 km. Les vents bretons l'auraient bien empêché quoi qu'il en soit, même si elle avait le souhait d'aller jusqu'à 20 km, de rejoindre bien le continent. Et voilà, donc c'est là que notre volonté de protéger l'abeille est née, en découvrant l'abeille noire d'Ouessant, en apprenant avec le conservatoire de l'abeille noire auprès de qui nous sourçons ce miel. Et c'est un fournisseur très particulier, puisque c'est une association qui offre pour sa conservation à cette espèce. Ah, c'est génial. Oui, c'est formidable. Et ça aussi, ça nous oblige à travailler aussi différemment. Eh bien, nous avons décidé de nouer ce premier mécénat, et puis qui ensuite a donné naissance, dans le cadre d'un programme ombrelle Guerlain for Bees, à plus de 15 initiatives auprès d'ONG de préservation, de sensibilisation et sciences de l'abeille. Et vous restez avec nous, Cécile Lechard, et on a une seconde invitée, forcément, avec Audrey Evin, directrice de la communication et marketing de Watt. Watt, une jeune entreprise. Oui, un peu comme Obélix tombé dans la marmite de potions magiques quand il était petit, une entreprise peut tomber très jeune dans une démarche de responsabilité sociale et sociétale. C'est le cas de Watt, alors AAT, pas comme l'unité de courant. Entreprise d'installation de bornes de recharge, une entreprise créée en 2018. Vous avez désormais plus de 150 salariés. Audrey Evin, vous êtes la directrice communication et marketing de Watt. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez intégré, Watt a été fondée en 2018, vous intégrez la société comme directrice communication et marketing en mai 2020. Est-ce que vous aviez déjà des ambitions RSE au moment d'intégrer la société ? C'est-à-dire que j'ai intégré Watt le premier jour du premier déconfinement. Donc ça, c'était une date quand même importante, assez emblématique. Donc forcément, quand on sort d'une première période comme ça, on n'en sort pas indemne. Psychologiquement, dans ses valeurs, voilà. Donc j'avais effectivement ce bagage-là en arrivant chez Watt. Et c'était une toute jeune entreprise, vous l'avez dit, on était une vingtaine à l'époque, aujourd'hui on est 160, donc une progression fulgurante, et je me suis tout simplement dit, mais assez naturellement, il faut prendre au démarrage ce sujet-là, naturellement, intrinsèquement, Watt, on décarbone les transports, la mobilité. Forcément, c'est intrinsèque à l'entreprise. Donc, mais au-delà de ça, je voulais qu'on installe une vraie démarche RSE, et notamment sur l'humain, et embarquer tous les collaborateurs dès leur arrivée au sein de l'entreprise dans cette voie-là. Et ça se déploie comment finalement la RSE pour les collaborateurs ? Ça veut dire que c'est la mise en place de quoi, par exemple ? Alors beaucoup de choses, on a démarré petit. Alors moi, encore une fois, c'est une petite entreprise, il faut se remettre un peu dans le contexte. Oui. 20 personnes, 160 aujourd'hui. Voilà, 20 personnes. À l'époque, on sortait, j'ai pas repris les chiffres exacts, mais il me semble qu'on avait fait 400 000 € de chiffre d'affaires l'année précédente. Donc un budget, ne serait-ce que sur la com et le marketing, assez restreint, pas du tout celui de Guerlain, je tiens à préciser. Donc voilà. Mais ceci dit, c'est pas pour autant. Quand on a la volonté, je pense que vraiment on peut enfoncer des portes. Donc la première porte que j'ai enfoncée, c'est celle de mon directeur général, Patrick Kick. Je suis allée le voir et je lui ai dit, je pense qu'il faut absolument, pour ne serait-ce que embarquer tout le monde dans cette aventure, lancer cette démarche RSE. Et donc, ça passe par quoi au départ ? Par, vous l'avez dit, beaucoup de cohésion, un sentiment d'appartenance, ancrer l'ADN. Valorisation des équipes. Ancrer l'ADN Watt d'emblée, valoriser beaucoup les équipes, évidemment. Vraiment, moi, j'ai à cœur de placer l'humain au centre de nos attentions, quotidiennement. Vous avez même créé un réseau social interne. Alors, c'est le Facebook de Watt. Oui, alors on l'a pas créé. C'est un réseau social, qui existe déjà. C'est une solution qui existe, et nous, on l'a personnalisé. On l'a adapté à Watt, et c'est vrai que ça, je le conseille vraiment à
à toutes les jeunes boîtes, ou voire même les plus anciennes. En termes de cohésion, c'est énorme, sachant qu'on a des équipes aussi en région hors Île-de-France. Et qu'est-ce que ça a changé tout le monde. Qu'est-ce que ça a changé? Donc on se parle finalement, qu'on échange des informations, qu'on apprenne à se connaître entre la maison mère et finalement les filiales. En fait, ça change tout, c'est-à-dire que la communication est en continu et on échange effectivement à la fois sur le pro mais aussi sur le perso. Quand certains veulent partager sur des moments de bonheur chez eux ou d'autres moments, voilà, c'est partagé avec tous. Il n'y a aucune obligation. Moi, je le dis toujours, vous êtes les ambassadeurs aussi de Watt par ce biais-là, et quand il y a des nouveaux embauchés, ils sont super contents d'avoir cette solution, parce que déjà ils vont voir tout l'historique, donc ils savent, ils ont le ton de la boîte. Ils ont des dossiers sur tout le monde. Voilà, exactement. Des images compromettantes, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vrai, quand on embarque, c'est pour ça qu'on n'en fait pas à Sud Radio, je le dis tout de suite. C'est exactement ça, et en fait ils se sentent forcément beaucoup plus à l'aise d'emblée, parce que quand on intègre même une jeune entreprise, mais qui croît très vite. Nous, on intègre à peu près 10 à 15 personnes par mois. Ah oui, ce qui a été assez... Donc on fait de l'onboarding en continu, et donc forcément, c'est un outil qui participe à cet onboarding de façon dynamique, et puis ça crée du lien, voilà, tout simplement. Vous le disiez tout à l'heure, Cécile Lechard, quand on parlait de cette école B-School, en fait, de dire que les employés de Guerlain s'engagent. On se rend compte que finalement, toutes ces grandes entreprises sont presque des entreprises comme familiales. C'est-à-dire qu'on travaille, mais on travaille aussi au plaisir. Enfin, c'est un plaisir de travailler dans certaines grandes maisons. Alors, toutes les entreprises ne disent pas ça, mais ça devient aujourd'hui, et quand on embauche des gens, vous n'allez pas nous dire le contraire, on demande toujours un peu comment c'est à l'intérieur, et si effectivement il y a une cohésion. Vous parliez de cohésion il y a un instant. C'est pareil chez Guerlain? C'est pareil, et même je vais vous citer une formule que ma DRH m'a confiée récemment et qui nous a fait très très plaisir. Mais Cécile, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de questions que je reçois lorsque j'ai en interview des talents, on appelle les talents chez nous, qui sonnent à notre porte, qui tapent à notre porte. Et le développement durable est toujours cité comme un facteur d'envie de rejoindre la maison Guerlain. Voilà. Et puis bien sûr, vous citiez la B-School, fierté totale d'appartenance. Alors, grande peur de la part d'énormément de collaborateurs qui n'ont pas forcément des enfants, d'aller dans les écoles. Et ensuite, alors on vient taper à ma porte en me disant c'est extraordinaire, je vais en faire beaucoup. Non, tu as une journée par an. Est-ce que justement chez Watt on a aussi ce projet? Alors je ne sais pas si ce sont des jeunes générations qui arrivent, les questions qu'elles posent justement sur le bien-être au travail, ça c'est quand même une question qui revient. On sent que la petite musique du bien-être au travail, c'est l'avenir des entreprises aujourd'hui. Oui, j'ai exactement le même constat que Cécile. C'est-à-dire, ma DRH me disait aussi ce matin même que les questions portent autour Vous avez des trucs à dire ce matin, les DRH. On est très en lien en communication, on est très en lien avec les RH et en RSE aussi, et elle me disait effectivement les premières questions, ils sont en quête de sens en fait aujourd'hui, on le sait. Nous, notre moyenne d'âge, c'est à peu près 33-34 ans, donc on a beaucoup de collaborateurs en dessous de 30 ans. Clairement, oui, travailler c'est bien, mais il faut que ça fasse sens. Donc, déjà, notre sujet premier, nous, les bornes électriques, voilà, ça fait en soi un peu sens, mais ça suffit clairement pas. Donc, il faut leur apporter autre chose. Et vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On fait une petite pause de ces vraies voix responsables avec nos deux invités. Et si vous avez des questions, vous pouvez appeler 0826 300 300. Ça tombe bien parce que nous, on en a encore plein. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on est avec deux belles entreprises responsables. La première, c'est Guerlain. Cécile Lechard est avec nous, directrice du développement durable. Et la seconde, c'est la petite dernière. Elle est toute jeune. Elle vient de démarrer en 2018. Mais elle a bien grandi en 5 ans. C'est l'entreprise Watt, W2AT, qui est une entreprise de bornes électriques. Audrey Evin est avec nous, directrice de la communication et du marketing. Alors là, pour le coup, Audrey, avec vous, on est dans l'électrique. Donc là, pour le coup, est-ce qu'il y a quand même dans ces entreprises où finalement on est vraiment dans la tendance, puisque c'est ce qu'on nous demande, il y a quand même des points où on se dit, là il faut des points d'amélioration là-dessus. On parlait du transport tout à l'heure avec Cécile Lechard. Il y a quand même encore du travail à faire et des choses qu'on nous impose pour être. Alors je suis pas sûre qu'une entreprise peut être dans les clous à 100% sur tous les points, ça n'est pas possible, mais certainement des points d'amélioration. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr.
Notamment, vous allez faire un premier rapport RSE en 2023 qui va faire votre bilan carbone. Ça, c'est fou. Alors, le bilan carbone est fait. Oui. Le bilan carbone est fait. En fait, pour réexpliquer un peu comment tout ça s'est fait, donc effectivement, moi, je lance une démarche RSE. Je ne viens pas de là. J'étais dans un grand groupe précédemment qui est très porté sur la RSE, donc j'ai quand même touché du doigt le sujet et c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de le mettre en place chez Watt. Mais ceci dit, je suis pas extrêmement sachante sur le sujet. Voilà, j'apprends tous les jours. Et puis ça évolue tellement vite. Et ça évolue très vite. Donc moi, j'ai lancé une démarche qui était déjà louable. Et je pense qu'on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on a fait après 4 ans et demi. Maintenant, clairement, l'année dernière, ce qu'on s'est dit avec ma direction générale, c'est qu'il fallait quand même aller un peu plus loin, un peu plus vite, et donc se faire accompagner par un cabinet sachant, en l'occurrence R3 Impact, qui nous a accompagnés tout au long de l'année 2022 pour vraiment structurer et professionnaliser cette démarche, quoi. Parce que voilà, c'est effectivement faire notre premier bilan carbone. Donc ça y est, on sait quelle est notre empreinte carbone. Alors elle intègre plein de sujets et notamment on s'est rendu compte, le plus gros sujet pour nous, ça reste quand même la borne elle-même. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Évidemment, voilà, sa fabrication, son transport, voilà, sa recyclabilité. Oui. Exactement, son cycle de vie, etc. Donc, on a tous ces éléments-là maintenant en poche. On va les communiquer effectivement dans le cadre d'un premier rapport RSE qui paraîtra en mars. Et ensuite, on a établi des engagements, un calendrier, oui. Une feuille de route, voilà, et qu'on va suivre tout au long de l'année et puis bien au-delà, évidemment. Et vous avez eu une belle initiative. Vous travaillez avec une association de lutte contre le cancer qui s'appelle Rose Up. Oui. Je prononce que c'est en anglais, à l'anglaise, ça va faire plaisir à Cécile. Racontez-nous ça. Vous avez obtenu plus de 50 000 € en 3 ans pour cette belle association. Ouais. Oui, absolument. C'est une association que je connais personnellement, que j'ai approchée de très près, et donc qui me tenait à cœur. Et donc j'en ai parlé très vite à mon directeur général, qui a adhéré tout de suite au projet, tout simplement de partager un peu de votre réussite, de notre chiffre d'affaires pour cette association-là. Donc c'est une association qui informe, qui accompagne, qui sort de l'isolement et qui défend les femmes atteintes de cancer, donc toute typologie de cancer. Alors il y a différents moyens, Ils ont un magazine, ils ont des maisons physiques, ils ont des maisons en ligne, ils font des webinars, des ateliers, voilà. Et puis ils portent le message évidemment auprès des plus grandes instances de ce pays. Et voilà. Et on a décidé, on a d'abord fait des collectes directes, pas facile. Quand on va chercher l'argent comme ça, voilà, oui. C'est pas évident. Et puis après, j'ai entendu parler des fameuses opérations produits partage. Où là, voilà, vendre nos bornes et faire participer finalement indirectement nos clients à cette belle cause. Et donc effectivement, chaque borne rapporte une quantité d'argent à l'association. 5 € exactement, voilà. je crois. Est-ce que Audrey, il y a une formation de l'entreprise justement vers l'engagement? Il y a des, vous en discutez, vous en parlez pour porter justement cette parole de l'engagement en général, qu'elle soit liée aux produits que vous vendez ou aux causes que vous soutenez en fait. Oui, tout à fait. On est beaucoup dans la communication chez nous. On a tous les mois ce qu'on appelle un café cosy. Donc là où tout le monde se réunit, soit en présentiel, soit en distanciel, où on délivre beaucoup de messages. Il y a beaucoup de partages à cette occasion-là. Et moi, je prends souvent la parole, alors pour différentes raisons, pour la communication aussi, parce que je fais d'autres choses, mais on parle systématiquement de notre démarche RSE parce qu'elle est grandissante. Parce qu'il y a tellement de choses à faire et on a embarqué aussi dans ce cadre-là, donc l'année dernière avec notre démarche professionnalisée avec R3, on a monté un comité RSE. Donc l'idée c'était vraiment... Avec 11 personnes. Avec 11 personnes à date. Après moi ce que je dis toujours... Ah oui, d'impliquer vraiment. Voilà, ce que je dis toujours en onboarding quand je présente mon service, ce que je fais avec l'équipe, j'ai une petite équipe mais quand même qui m'aide beaucoup.
Je leur dis toujours, si vous voulez faire partie de ce comité, c'est totalement ouvert, on ne s'arrête pas là. Voilà, le but, c'est d'avoir une représentativité de l'entreprise au sein de ce comité. Donc, on a du commerce, on a des RH, on a de la qualité, on a de l'exploitation, etc. Des achats, bien sûr. Et si vous souhaitez participer et voilà, mettre votre pierre à l'édifice, vous êtes vraiment les bienvenus. Donc, ce comité se réunit très régulièrement, avec ou sans notre cabinet qui nous accompagne sur cette démarche-là, et participe pleinement, en fait. Et en tout cas, l'important, c'est d'échanger aussi. Chez Guerlain, Cécile Lochat, forcément, quand vous travaillez, que vous innovez, que vous mettez en place des choses, il y a toute une formation systématiquement à remettre au goût du jour, à reformer tout sur les éléments de langage. C'est un travail de tous les jours, en fait. Alors, encore pour parler anglais, on a créé la Guerlain Sustainability Academy. Oui. Et donc, bien sûr, qui encapsule la formation pour notre école des abeilles, je veux dire en français, mais aussi la fresque du climat, la fresque de la biodiversité. On a des modules dédiés suivant, comme le disaient les publics également. Nos marketeurs, on les forme à l'éco-packaging, à l'éco-formulation, et puis les développeurs PAC, ce sera exclusivement aux nouveautés réglementaires et matériaux biosourcés, etc. Donc voilà, chaque public a finalement son propre module de formation, puisque les académies de formation dans une maison de beauté qui est présente dans le monde entier, ça a également énormément d'importance. Et on a déjà, nous, depuis toujours, la nécessité aussi de former ce qu'on appelle je vais dire en anglais encore, beauty consultants, on les appelle nos BCs, donc c'est nos hôtesses, c'est les femmes et les hommes que vous voyez chez Guerlain et qui vous vendent nos produits. Oui. Donc eux sont formés. Conseils, en fait, sur les conseillers en beauté. Nos conseillers, merci. Nos conseillers sont formés depuis toujours. Et donc, on est venu rajouter cette strate à la transmission, à l'importance de la formation, du développement durable. Je me pose une question, je suis un peu minoritaire ce soir, puisqu'il n'y a que des femmes dans le studio. La RSE, c'est avant tout un truc de femmes. Aude, je vous en prie. Moi, j'ai mon idée. Audrey, pardon. Non, pas de souci. Non. Clairement non. Il se trouve que là, voilà, ça s'est fait comme ça, mais non, pas du tout. Nous, au sein de notre comité, on a la parité d'ailleurs, je crois. Voilà, c'est autant un sujet de femmes que d'hommes. Non, pour moi, c'est même pas je me pose même pas la question. La parité aussi au COMEX de Guerlain. Oui, alors, dans la beauté, c'est moins difficile quand même que dans l'industrie. On a 85% de femmes dans le monde entier chez Guerlain. Ah oui, c'est énorme. Et bien sûr, plus que la parité dans notre COMEX, on a pour la première fois depuis 3 ans et demi, on a une présidente qui est une femme. Voilà, donc les fonctions managériales, même dans nos sites de production, sont en grande majorité féminines, ça c'est plus rare. On va peut-être vous reprocher de ne pas avoir assez d'hommes bientôt. Et puis voilà, nous on doit attirer des hommes. Mais c'est vrai que l'importance chez Watt par exemple, les gens ont tendance à penser, les Watt, borne automobile, donc c'est un métier de garçon. Forcément, on a envie de dire ça. Et finalement, pas tant que ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Faut avouer que sur la partie travaux, on a un peu de mal à recruter des profils féminins. Après, mais ça change dans les filières. Je crois que dans les filières, ça évolue. Ça commence à évoluer. C'est vrai. Mais ailleurs, non, pas du tout. On a vraiment. Alors, on a la parité, nous, au comité de direction. Donc, voilà, on a autant de femmes que d'hommes. Déjà. 50-50 pour rester en anglais. Voilà. Ne cherchez pas Cécile. Mais non, les femmes sont très représentées chez nous, jusqu'au conseil de surveillance aussi. Voilà, donc c'est pas dire que c'est un non-sujet, mais c'est normal. En tout cas, c'est la normalité. Ouais. L'avenir, finalement, Watt, c'est quoi les projections, peut-être les engagements à venir? Est-ce que vous imaginez d'autres cas associatifs ou d'autres engagements, d'autres déploiements? On a beaucoup. Notre feuille de route, elle est assez énorme. Je dirais que la première chose, d'un point de vue environnemental déjà, c'est de s'adresser à nos fournisseurs. Oui. Très clairement, le sujet de la borne. Alors nous, on se source auprès principalement d'un fournisseur qui est hollandais. Il est hors de question qu'on aille au-delà de chercher nos bornes trop loin. Et ils ont eux-mêmes une démarche RSE qui est assez poussée, donc ça va déjà bien, mais on a encore pas mal à faire. Et donc on est en lien avec nos fournisseurs régulièrement pour
pour être d'autant plus vertueux aussi sur nos solutions et notre marché. Et après, sur l'humain et d'un point de vue sociétal, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci en tout cas, merci à vous deux, merci beaucoup Audrey Evin, directrice de la communication et marketing de Watt, c'est fabricant de bornes électriques W2AT, et merci beaucoup Cécile Lechat, directrice du développement durable chez Guerlain. On vous souhaite un bon voyage avec Angelina Jolie. Je pense que Philippe aurait adoré partir avec vous, mais c'est non, je le garde. Merci en tout cas, on vous retrouve demain soir à 17h. Dans un instant, Yvan Cujus. Le Loft Music, il reçoit Ritza, Gilles et Daniel Dumoulin, mais tout de suite, on parle de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. Salut, à demain.